Hello, c'est François. Bienvenue sur Pourquoi, le podcast qui vous embarque dans l'aventure de la prise de décision. Et oui, parce que la prise de décision, on y est confronté tous les jours. Et je sais pas vous, mais moi, je me suis toujours posé la question de savoir comment on prend une bonne décision, comment on prend une mauvaise décision, et existe-t-il même une bonne ou mauvaise décision ? Et donc, je suis parti à la rencontre d'entrepreneurs, artisans, artistes, pour comprendre comment eux prennent tous les jours leurs décisions. On parle d'expérience, d'inspiration, de méthodologie. Et aujourd'hui, je vous embarque dans une toute nouvelle interview avec mon invité pour comprendre comment, au travers de son expérience, il prend ses décisions. Ah, et on se retrouve en fin d'épisode pour faire un petit débrief de ce qu'on a entendu aujourd'hui. Allez, je vous laisse sur l'épisode. Bonne écoute. Ok. Et bah, c'est parti. Très bien. Bon, c'est bon. J'ai deux pistes, mais ça fait pas les mêmes. C'est très marrant parce que ça fait 2 fois que ça me fait ça. Ça fait pas les mêmes pistes. Ça me fait pas les mêmes pistes les mêmes ondes quand je déclenche. Là, quand j'ai fait le test, et ben. Bon, pourquoi pas. Le tout, c'est que ça enregistre bien. Très bien. Je crois que je bats un record à faire le podcast le plus soir, pour moi, hein, personnellement, le podcast le plus tard possible. Ah ouais. C'est vrai que là, c'est pas mal, ouais. Ça fait un petit peu tard, mais c'est ok. Donc, bon, c'est cool. Et ben Maxime, merci beaucoup pour ton accueil. Bah attends, avec grand plaisir, je suis plus que ravi de participer à un podcast, c'est quand même... Ouais. Moi je trouve que c'est une chance. On va expliquer, parce que, alors je le dis à peu près à tous les podcasts, je sais, mais c'est un peu les circonstances sont plutôt particulières, parce que ça tient notamment à ton activité, et c'est comme ça qu'on s'est connus. Mais avant de rentrer dans le sujet, avant de dévoiler, je vais proposer peut-être que tu te présentes. Qui es-tu, Maxime ? Et ben du coup, je m'appelle Maxime Dubois d'Anguien, j'ai maintenant 27 ans, et l'impression d'en avoir beaucoup moins, mais bon, c'est autre chose. On est tous par là. Ouais, j'imagine qu'on en passe tous par là. Je dirais que je fais partie de ces jeunes entrepreneurs dynamiques, avec littéralement tous les clichés que ça peut impliquer, de motivation, d'optimisme, de volonté de changer le monde. J'espère quand même aussi avec toutes les valeurs de bienveillance qui peuvent aller derrière, et c'est vraiment comme ça que je me définis, avec derrière tout un panel de passions et autres autour, mais c'est vrai que ce qui me drive le plus aujourd'hui, ce qui me motive vraiment le plus, c'est cette idée d'arriver à créer quelque chose qui puisse être utile aux gens. Et effectivement, tu l'as dit, c'est par ce biais-là qu'on s'en est connus. Ouais, on va y venir. Et ouais, franchement, c'est pour rien au monde, je ferais quelque chose de différent aujourd'hui. Et ça, c'est une chance que j'ai, c'est de pouvoir dire je m'appelle Maxime et franchement, je suis à ma place. Bah, c'est une belle présentation. C'est rare qu'on dise ça de je suis à ma place, donc ça c'est cool. C'est top que tu te sentes comme ça. Je te le souhaite que tu gardes ce sentiment toute ta vie. Et moi aussi. C'est la bonne des choses. J'aime bien poser la question comment tu te définis professionnellement ? Comment je me définis professionnellement ? C'est une bonne question, ça. Comment je me définis professionnellement ? Est-ce qu'on parle en termes de valeur, de... Comme tu veux. Alors, professionnellement, je pense que ce qui est sous-jacent à tout ce que je peux faire, ça va peut-être sonner un peu bizarre, mais j'ai souvent un délire, moi, assez chevaleresque. C'est complètement cliché, encore une fois, hein, je sais bien, mais je pense que j'ai eu beaucoup de chance d'être né là où je suis, de ne pas avoir eu de gros soucis d'argent ou quoi quand j'étais petit ou autre, et je suis assez convaincu que maintenant que je suis dans le vrai monde professionnel, avec toutes ces contraintes, la chose la plus importante, c'est de faire en sorte d'apporter aux gens. Quoi que je fasse en termes de tâches professionnelles, la grosse question que je me pose, c'est est-ce que j'aide vraiment les personnes avec lesquelles je travaille ? Est-ce que je fournis vraiment, alors à mes clients, à mes collègues, à mes collaborateurs, ce qu'ils peuvent attendre de moi ?
Est-ce que je suis capable aussi de passer à travers des blocages sociaux ou autres si je suis vraiment convaincu de quelque chose qui va être mieux? Et c'est vraiment ça le point sous-jacent dans toutes mes activités, quelles qu'elles soient, parce qu'il y en a plein. J'ai eu l'occasion de passer par plusieurs métiers, même si c'était toujours autour du domaine de l'informatique et des systèmes d'information. Je crois qu'à chaque fois, je me suis vraiment efforcé de bien faire. J'aimerais qu'on me définisse comme ça, et je me définis comme ça. Je suis quelqu'un qui essaye toujours de faire de son mieux. Tu vois, c'est marrant de se définir. C'est pour ça que j'aime bien poser cette question, parce que la réponse qu'on aurait pu attendre, tu vois, quand tu te dis bonjour, je suis Maxime, voilà ce que je fais, c'est je suis un entrepreneur. Tu vois. Et souvent, je sais que je pose cette question parce que souvent la réponse n'est pas cette réponse-là, n'est pas je suis un entrepreneur. Alors qu'on pourrait de l'extérieur se dire le mec c'est un entrepreneur, il se définit comme un entrepreneur, et puis voilà quoi. Alors que tu vois, ton approche, et c'est souvent les réponses que moi j'ai sur le podcast, c'est en fait, tu te définis tout à fait autrement. Tu vois, tu te définis comme quelqu'un qui fait les choses justement. Ouais, je me définis en plus... je me définis pas du tout par rapport à mes idées, mais beaucoup par rapport à ce que je fais, en fait. Et donc c'est bête à dire, mais forcément, si j'ai envie de me définir comme quelqu'un de bien, je suis obligé de faire les choses bien. Pour le coup, c'est un lien qui est assez bon de ce point de vue-là. Ouais, mais c'est très intéressant. Et moi, j'aime bien cette définition, parce que ça donne une bonne vue de ta perspective, en fait. Et pas de comment on te perçoit. Alors, c'est sûr que c'est ma perspective. Forcément, à terme, j'espère être perçu comme ça, parce que ça prouverait que c'est vrai. Ouais. Je te le souhaite. J'espère en tout cas vraiment que ça prouverait que c'est vrai. J'ai toujours un peu la crainte justement de me dire, parce que je pense que je suis pas trop mauvais avec les mots. J'essaye surtout de faire attention à, même si c'est pas incroyable ou autre, de bien le dire, d'être très clair si je ne sais pas faire les choses, si j'ai mal fait, de le reconnaître ou quoi. Mais toujours avec cette promesse que je vais y arriver, je vais arriver à faire quelque chose de vraiment bien. Et c'est ça qui va rester, quoi. Et tu mentionnais justement là dans ta profession, enfin dans ta présentation, que tu as toujours travaillé un peu dans le digital et dans ces domaines-là. Qu'est-ce qui t'a amené un peu dans ce monde-là, en fait? Alors, c'était... Alors, pour le coup, il y avait une combinaison de logique et, disons, d'appétence de base. D'appétence de base parce que j'ai toujours été quelqu'un de plutôt geek. Notamment par rapport à ma grosse appétence pour les jeux vidéo. J'ai toujours été très très fan des jeux vidéo. J'ai eu ma première console, c'était une Game Boy Color édition collector Pikachu avec Pokémon Crystal que j'avais eu à Noël. Donc j'ai toujours été de base quand même avec des outils informatiques dans les mains. Et le deuxième pan qui était plus logique, c'est plus parce que naturellement j'allais déjà vers un côté ingénieur. Parce que mon père m'avait dit quand j'étais tout petit que quand on était ingénieur, à partir du moment où on avait ce diplôme, on pouvait faire ce qu'on voulait. Et vu que je n'avais aucune idée de ce que je voulais faire, je me suis dit la grande priorité, c'est surtout de ne pas me fermer de porte. Ouais. Et donc c'est pour ça que j'ai commencé par partir du côté ingénieur, et naturellement à tendre vers l'informatique, parce que j'y avais du coup déjà quelques intérêts. Ouais, souvent quand c'est pas ingénieur, c'est école de commerce. L'autre voie un peu dans ce domaine-là, où on est très large, on peut faire beaucoup de choses. Et... En fait, ce qui me dérangeait avec l'école de commerce, c'était que j'appréciais quand même le côté pratique de l'ingénieur. J'avais à ce moment-là, ça a beaucoup changé depuis, mais j'avais à ce moment-là quand même une plutôt mauvaise vision du commerce. Sans trop caricaturer, je voyais vraiment ça comme un métier où l'objectif était de vendre à tout prix sans se préoccuper de la qualité. Je pense toujours que le métier peut parfois être évalué là-dessus, mais je sais bien que c'est bien plus complexe que ça maintenant, mais c'est une des raisons qui font que je suis quand même plutôt parti vers le côté ingénieur. Je pense que socialement aussi, j'étais pas forcément... je me suis pas forcément senti suffisamment cool pour aller en commerce. J'étais quand même pas forcément toujours dans le groupe des cool kids, j'étais plutôt avec les geeks qui s'habillaient bizarrement et qui jouaient à des jeux chelous. ouais. On est tous passés un peu par là, enfin tous, pas mal de monde est passé un peu par là. Je me doute, que j'étais pas le seul là-dedans. Donc c'est cool. Et ta formation c'est Télécom Sud Paris, c'est ça, hein? Exactement, ouais. J'ai été à Télécom Sud Paris, du coup, qui est l'école à Évry. J'avais fait un diplôme qui était axé sur les systèmes d'information. Alors, globalement, la formation était surtout axée sur des méthodes d'analyse, plus que sur vraiment une expertise ultra concrète, comme on peut avoir sur des formations de développeurs ou des choses comme ça.
ça m'a donné pas mal de méthodologie dans la façon d'approcher les problèmes. Pour le coup, ça m'a quand même vachement servi. J'en ai un très bon souvenir. Ouais. C'est d'ailleurs, ça s'est vu un peu, ça se voit un peu sur ton parcours, parce que par la suite, parce que t'as eu un parcours un peu, je vais dire classique, sans le dévaloriser complètement, mais après ça a été, t'es rentré dans une boîte de consultants, t'as fait des startups, t'as fait des missions, même aujourd'hui le projet qui t'anime aujourd'hui, on va en parler. C'est dans la lignée un peu de l'école d'ingénieur, sauf quand tu deviens dev ou truc comme ça. Complètement. En fait, j'ai commencé au départ par aller dans le monde du conseil, parce que ce qui m'intéressait, c'était surtout justement le format des missions. Ce que je trouvais bien, c'était que ces missions relativement courtes, je dis relativement parce que bon, les durées dans le cabinet de conseil où moi j'étais, donc c'est le cabinet Devoteam, les missions allaient de 3 mois pour des missions un petit peu coup de poing très rapides, à potentiellement 1 an, voire 2 ans après, quand on commençait à s'installer vraiment chez le client. Ce que j'aimais beaucoup là-dedans, c'était que dans mon cas, où j'ai justement visé des missions relativement courtes, ça permettait de découvrir beaucoup de contextes différents en très peu de temps. Même si c'était toujours par le prisme du système d'information, au final, c'était justement ça que je trouvais intéressant. Vu que le système d'information, au final, est quand même, je trouve, très central dans tout un tas d'activités, parce que tu parles de toute l'information qui va pouvoir circuler dans les entreprises, qu'est-ce qu'il est important de faire circuler à quel endroit. Après on met dessus des couches techniques, etc. Mais cette question de qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'on se dit dans une entreprise se posait beaucoup dans le système d'information, et combiner ça avec des missions courtes de conseil, pour moi c'était le meilleur moteur de recherche pour trouver ce qui allait me plaire, quoi. Et le côté start-up, c'était à un moment où justement je cherchais un contexte dans lequel beaucoup plus m'investir, un projet dans lequel je sentirais plus mon impact, et c'est normal en tant que consultant dans des grands cabinets de conseil, surtout qu'en plus j'étais quand même très jeune, je veux dire, je suis rentré en cabinet de conseil à 21 ans, donc c'était pour le coup plutôt jeune, mais très grande gueule. Et il faut dans ces boîtes-là, il faut un peu... Probablement, ouais. J'ai eu l'occasion d'en jouer, j'ai dû en rendre certains fous. S'il y a des gens de Devoteam qui m'écoutent, je suis désolé. Mais ouais, en fait, j'avais voulu un projet un peu plus nouveau, peut-être un peu plus petit, dans lequel je pourrais avoir plus d'impact, et c'est pour ça que naturellement j'ai commencé à aller vers les startups, et même pour ça que je me suis retrouvé dans l'entrepreneuriat derrière. C'est très marrant. Souvent, dans ce type d'épisode, je fais des comparaisons avec moi, mon expérience, et en fait, on a le même parcours, exactement le même parcours. Ah, je sais, je suis inversé. C'est ça qui est génial, je trouve. C'est ça qui est génial. Bon, je suis pas du tout ingénieur, mais ça, c'est un détail, mais j'ai fait des études assez longues, entreprise, après start-up, et maintenant je suis dans un cabinet de conseil qui est beaucoup plus gros. Ouais, comme quoi, c'est fou. Franchement, ça aurait pu se passer complètement différemment. J'imagine complètement qu'il aurait pu y avoir un chemin où je me lançais tout droit directement sur les projets, où je me ramassais comme pas possible, et où finalement je me disais, bon, en fait, peut-être que c'est pas pour moi, et où finalement je me serais très bien épanoui dans une grosse entreprise. Ça aurait pu être un autre chemin. Ouais. Et justement, qu'est-ce qui t'a fait un peu ce déclic, et on va en venir au projet qui t'anime aujourd'hui et qui nous a connectés? Je mets un peu de suspense pour que... Voilà. On fait monter un peu comme ça. Mais qu'est-ce qui t'a fait ce passage, un peu ce déclic, alors même si c'est un peu plus nuancé, parce que tu es toujours aujourd'hui indépendant, tu as toujours des missions en tant qu'indépendant, mais qu'est-ce qui t'a fait ce déclic de... quoique c'est vrai, je dis un peu une bêtise, c'est de dire, je suis salarié, je passe indépendant et entrepreneur en même temps, en plus. Ouais. Qu'est-ce qui, toi, t'as fait... Ouais, quel était ce déclic un peu En gros, alors, je dirais pas que j'avais fait le tour de ce que je voulais voir dans le côté salarié, mais j'avais quand même une conscience très claire qu'il y avait beaucoup de choses derrière le rideau. Alors que ce soit par rapport à la question pure de l'argent, avec tous les mécanismes auxquels je comprenais franchement rien du tout, que ce soit au niveau de comment est-ce que les entreprises se créent, etc. C'est vraiment cette curiosité-là qui fait qu'à un moment je me suis dit qu'en tant que salarié, je risquais de ne jamais pouvoir voir ce qu'il y avait derrière.
Et en fait, j'ai essayé progressivement justement de passer derrière le rideau. C'est pour ça que je suis d'abord passé de salarié à freelance, et sur des typologies de missions très similaires au final, en me disant juste, ok, je vais essayer de faire la même chose, par contre, je décide à partir de maintenant que tout ce que d'autres faisaient pour moi, je vais essayer de le faire. Je vais essayer de le faire, je vais essayer de voir comment on gère ses finances, comment on gère sa structure légale, comment est-ce qu'on trouve ses propres clients. Parce qu'en tant que consultant, on est souvent assez chassé. Donc là, l'intérêt pour moi aussi, c'était de me rendre compte de comment on faisait pour se vendre. Ça impliquait aussi de se poser quand même la question de qu'est-ce qu'on veut vendre, qu'est-ce que j'ai à apporter, et qu'est-ce que je suis confiant pour apporter aussi. Donc ça, c'était la première étape qui m'a amené à passer en freelance. Et en fait, on y prend goût. On prend goût à découvrir des choses et à comprendre ce qui se passe. Et au fur et à mesure qu'on commence à maîtriser ces mécanismes, on a envie de jouer avec. Je pense que ça, c'est mon côté ingénieur. Du coup, je me disais, mais attends, en fait, si je peux monter ça, si je peux me vendre, mais peut-être que je peux créer quelque chose aussi que je peux proposer également. Et en fait, si je propose quelque chose par moi-même, je peux le proposer à ma façon, et je boucle du coup sur mes valeurs. J'ai eu l'occasion de voir des contextes dans lesquels je suis pas convaincu que la préoccupation était toujours quand même de faire les choses bien. Je pense que des fois, il y avait d'autres mécanismes qui rentraient en jeu de par les problématiques d'ampleur des entreprises, etc. Des mécanismes plus politiques, des problématiques aussi qui vont avec les grosses organisations. Et naturellement, j'ai abouti sur le souhait de me dire, ok, en fait, c'est bien rigolo de dire, ah ouais, quand même, ça c'est peut-être pas bien fait, etc. Mais ça vaut le coup au moins d'essayer de prouver qu'on peut faire mieux. Et donc c'est pour ça que je me suis lancé là-dedans. C'est pour me dire, ok, en fait, d'accord, ça ne me paraît pas idéal, mais ça vaut peut-être le coup quand même d'essayer de se rendre compte de la réalité de ce que c'est. Qu'est-ce que c'est monter une entreprise? Qu'est-ce que c'est définir une proposition de valeur? Qu'est-ce que c'est d'essayer d'accompagner les gens, de recruter des personnes, derrière devoir les nourrir quand même, parce que derrière il y aurait des salaires qui vont tomber derrière et tout. C'est tous ces éléments-là au final que je me suis retrouvé à vouloir creuser et qui font que, en plus d'être freelance, je me suis dit ok, je vais me lancer et essayer de monter une entreprise. Cumuler les deux, ça peut être dense effectivement, mais c'est passionnant. Ouais, c'est cette vision d'apporter une réponse à quelque chose que tu as vu d'autres apporter, une réponse et que ça ne te satisfait pas. C'est très mal dit comment je l'exprime, mais je vais essayer de le redire. C'est le fait de vouloir résoudre un problème que les autres essayent de résoudre, mais d'une manière dont toi tu ne te satisfais pas. Ouais. Est vachement intéressante, et moi tu vois c'est des choses qui m'animent. Moi tu vois, que si je devais me poser moi-même la question de la définition, moi j'aime bien me définir comme un résolveur de problèmes. J'aime qu'on me pose un problème et... Tu sais que c'est la définition d'un ingénieur pour moi, celui qui résout les problèmes. Tu vois, là c'est aussi mon passé de juriste qui me ramène où on te soumet un problème et c'est comment on le résout aussi. Donc c'est vrai. T'as plein de choses comme ça, et aujourd'hui, moi, mon métier de consultant, c'est ça, entre guillemets. On me pose un problème et je le résous. Mais j'aime beaucoup cette approche de dire, alors sans critique, parce qu'il y a toujours des raisons X ou Y aux choses, mais tiens, toi tu fais ça comme ça, moi je n'aime pas comment tu le fais, ou je ne suis pas en accord, je ne suis pas en phase, je vais le proposer autrement. Mais sans critique, en fait, je pense que j'assume le fait de critiquer. Ok. En fait, j'assume le fait de critiquer des choses avec, j'espère quand même, et c'est souvent un message que c'est une dualité que j'ai beaucoup de mal à faire passer quand j'en parle à l'oral, c'est que je critique avec l'humilité complète de me dire que je ne sais probablement pas tout ce qu'il y a derrière. C'est-à-dire que je me laisse aller à dire... Non, ça, je pense qu'on peut faire mieux. Je pense vraiment qu'on peut faire mieux, à le dire haut et fort, et en même temps quand même, parce que je pense que c'est important, à être prêt derrière, à prouver que oui, on peut faire mieux. Ou alors, à conclure, ok, j'arrive pas à faire mieux, j'arrête de critiquer. Il y a les deux côtés, il faut savoir être bon perdant aussi si on s'est gouré, et très clairement, j'aurais aucun problème à reconnaître. Bon, d'accord, c'est pas si facile. Je l'ai déjà fait plusieurs fois d'ailleurs. Donc non, franchement, j'assume complètement ce côté critique. Et
je crois que ça serait dommage que les personnes le prennent personnellement, parce que je pense qu'on se fait tous critiquer tôt ou tard. Au contraire, j'espère que si à un moment je me suis retrouvé à critiquer des gens, déjà ils savent que c'est jamais personnel, et surtout que peut-être ça leur a montré juste des choses sur lesquelles, pour moi, parce que c'est jamais que ma vision, pour moi, il y avait peut-être quelque chose à résoudre. Je me crois pas unique, donc peut-être que d'autres pensent pareil. En réalité, j'espère que ça leur a juste fourni une piste d'amélioration, c'est tout. Oui. Après, ouais, forcément, arriver à derrière se dire il faut arriver à faire mieux, on se rend quand même rapidement compte que la critique est facile. Critiquer, c'est super simple. C'est super simple. Et souvent, d'autant plus quand on ne connaît pas les contextes, et quand on connaît le contexte et qu'on critique, ça veut dire en connaissance de cause, l'étape, et que tu mentionnes très bien, l'étape de je vais faire d'une meilleure manière, enfin que moi je considère d'une meilleure manière, c'est vraiment le top, et je trouve que c'est une belle démarche. J'en reviens au sujet même du podcast, même si on y reviendra un peu plus tard, mais comment tu approches un peu justement cette situation d'un point de vue décisionnel, un peu te dire ok, ça me satisfait pas. Comment tu le... Parce que tu vois, il y a toujours un moment où on peut rester dans des situations un peu floues et tout ça. Mm-hmm. Comment tu tranches un moment ? Comment je tranche je l'ai relativement laissé venir naturellement. Okay. J'ai croisé beaucoup de personnes qui se plaignaient sans jamais rien faire. D'ailleurs, maintenant, je leur tombe un peu dessus, parfois assez sèchement. Je pense que si on critique, mais qu'on n'agit pas, c'est qu'en réalité, on s'en contente. Je suis assez convaincu que énormément de gens se plaignent de plein de choses, sauf qu'en réalité, s'ils ne bougent pas pour les changer, c'est que dans le fond, ça leur convient. Donc naturellement, quand il y a des choses, parce que moi aussi, ça m'arrive de critiquer pour rien et de rien faire. Oui, bah, t'as tous. Plein de choses. Il y a plein de choses où je fais ça. Mais il y en a où je sais que ça déclenche. Il y en a où je me dis, non, en fait, ça, c'est pas possible. Ça, c'est juste pas possible, j'en ai marre, je vais faire autre chose. Je pense du coup que ce qui souvent fait ce processus de décision, c'est le fait que pendant très longtemps, j'ai essayé de me dire que l'exigence que j'avais par rapport à moi-même et aux choses et même aux gens n'était pas une bonne chose. Que c'était trop. Que c'était probablement trop demandé. Je parlais encore une fois du côté chevaleresque, mais des fois de critiquer des choses où je me dis que ce n'est pas une bonne façon de faire, c'est pas une bonne façon de parler, c'est pas une bonne façon de travailler, etc. Et au final, je me disais pendant longtemps, non mais attends, en fait c'est comme ça. Et naturellement, il y a un moment où je me suis dit, non, je suis pas d'accord. Il y a, effectivement, ça paraît idéaliste, rétrograde de plein de points de vue, etc. Mais non, je suis pas d'accord. Il y a moyen de faire mieux. Et ça, c'est globalement cette exigence que j'ai fini par assumer, qui fait qu'il y a beaucoup de choses qu'avant je critiquais sans rien faire, qu'aujourd'hui j'essaie d'améliorer. Et ça tient à tout. C'est les critiques que je... Enfin, en fait, ça tient énormément déjà aux critiques que j'ai pu me faire personnellement. Par rapport à mon physique, par rapport à mon travail, etc. Beaucoup de choses. Où, au final, je râlais de me dire « Oh mince, ça c'est nul, etc. » Bon, ok, on arrête de se dire ça. C'est quoi l'exigence que l'on veut ? D'accord. Et ben on s'y met. Et je l'applique à de plus en plus de choses. Ça me permet d'être beaucoup plus en phase avec la personne que j'ai envie d'être. C'est aussi pour ça que j'affirme que je suis où je devrais être aujourd'hui, même s'il reste beaucoup de choses à améliorer, au moins je suis sur le chemin. C'est accepter cette exigence, c'est vraiment ce qui m'a permis de prendre position et d'agir sur des choses que je critiquais avant sans rien faire. Et est-ce que c'est cette position, cette posture même plus, qui t'a amené sur l'entrepreneuriat et le projet notamment ? Complètement. C'est le fait que moi, dans mon cas, j'ai quand même un vrai souhait d'arriver à apporter quelque chose de grand. La conviction, honnêtement, complète que ça ne suffira pas de juste suivre les traces d'autres personnes qui ont créé des entreprises incroyables ou autres, mais qui sont leurs entreprises. Et que, encore une fois... Si je pense que l'on peut faire mieux, il faut que j'arrive à le prouver. C'est la même logique.
Je me revendique comme quelqu'un de très cohérent de ce point de vue-là. J'en laisserai les auditeurs juges, ça. Après, je vais pas te contredire, bien sûr. Mais de la manière dont tu te présentes, effectivement, moi, je trouve ça assez cohérent. Mais tu vois, là où ça m'interroge, et je vais en venir justement à Autoscript, qui est le projet. Tout à fait. Voilà. Et on en discutait un peu avant le podcast, et je pense que tu reviendras dessus, mais tu m'as exposé un peu ta vision de ce que tu veux faire à l'avenir et de ça, qui est très ambitieux. Je vais clairement le dire comme ça. C'est monstrueusement ambitieux. Ouais. Je le sais. Je pense qu'on va en reparler, mais en fait, j'ai envie de demander pourquoi le podcast, quoi. Alors peut-être avant, je vais te laisser expliquer ce que c'est Autoscript. Mais alors ouais, donc effectivement pour présenter rapidement le projet Autoscript, je pense qu'on peut l'appeler comme ça. C'est un projet d'outils que je développe, promulgue et tout ce qui va derrière indépendamment, qui a pour objectif d'aider les podcasteurs dans la promotion de leur podcast. Globalement, c'est la thématique principale. Il y a plein de ramifications, plein de détails dont on pourrait parler, mais le message principal, c'est celui-là, c'est au fur et à mesure que j'ai commencé à travailler cet outil, et je reparlerai un petit peu des origines après, je me suis rendu compte à quel point le podcasting, c'était magnifique. C'est des gens ultra passionnés, très souvent qui font ça en à côté de leur travail ou autre, et je trouve de très belles personnes. Genre un vendredi soir à 23h. Un vendredi soir à 23h. Après une journée de travail. Exactement. Vraiment, je trouve que c'est des personnes qui sont incroyables et qui sont animées d'une vraie passion, qu'en plus ils choisissent de partager. C'est quand même c'est quelque chose. C'est-à-dire que juste faire sa passion, c'est une chose, mais en plus chercher à la partager, pour moi, c'est encore un cran au-dessus que je trouve génial. On a besoin de plus de passion, je pense. Par contre, forcément, ça vient avec un paquet de contraintes d'un point de vue temps, sur lequel je sens bien que, avec tout ce que moi j'adore, c'est-à-dire les machines, tout ce qui est automatique, et un peu l'intelligence artificielle ces derniers temps, j'ai peut-être quelque chose à apporter par rapport à ça. Mais je suis quand même tombé dessus complètement par hasard. Alors, pour revenir du coup sur les origines, en fait, donc je le disais tout à l'heure, je fais encore des missions avec mon activité de freelance et notamment chez Airbus. Et en fait, il y a une chose que je n'aime pas faire, mais alors vraiment pas, c'est les comptes rendus. Je déteste rédiger des comptes rendus. Ça m'énerve. Je suis assez convaincu que de toute façon, ils ne servent que quand il y a un problème et que c'est très dommage de partir du principe qu'il y en aura. Tout le monde les demande, mais personne ne les lit. Désolé, mais franchement, je suis convaincu que c'est vrai. Je ne dirais pas l'inverse. Je reconnais quand même que ça peut avoir son importance. Et donc, vu que ça m'énerve de les rédiger, mais que je veux bien reconnaître qu'ils sont indispensables, la question c'est, ok, ça m'embête de les faire, je trouve ça nul qu'on me demande de les faire, comment je peux faire ça mieux? Et donc du coup, à partir sur un outil, au départ que j'avais imaginé hyper complexe et qui aujourd'hui me paraît beaucoup plus réaliste, qui était du coup d'arriver à enregistrer des visioconférences, de récupérer derrière le son audio, le transcrire, et de générer automatiquement le compte-rendu avec l'AMI GPT, qui était sorti à ce moment-là. Donc j'ai commencé à me lancer là-dedans, un projet ultra compliqué, j'avais jamais appris à coder, même si j'étais dans l'informatique, donc je connaissais l'algorithmique, je connaissais rien au code. Si, je connaissais le code, mais je connaissais pas du tout les langages en eux-mêmes. Ouais, t'étais pas dev, quoi. Pas du tout. Et de ce point de vue-là, quand même, j'étais déjà très très aidé par GPT, qui était déjà à ce moment-là, c'était la version 3.5, capable de fournir des recommandations et autres. Donc j'ai commencé à travailler là-dessus, bref. Un enfer. Et j'ai un ami, du coup, un ami entrepreneur avec qui je me suis d'autant plus connecté maintenant que je le suis aussi, qui s'appelle Antoine Deschamps. Si tu m'écoutes, l'ami, bonjour à toi. Qui me disait, attends Max, tu fais n'importe quoi, c'est beaucoup trop compliqué, c'est pas comme ça qu'on fait. Fais un petit truc simple déjà. Essaye d'apporter déjà un petit bout. Commence par un petit bout. Fais juste la transcription d'un audio. Une page, tu envoies ton fichier audio, tu sors la transcription. Et tu proposes ça. Et je l'ai fait. Je l'ai proposé, j'ai commencé à le poster sur LinkedIn avec mes quelques 500 relations de consultants. Ouais, c'est ce qu'on appelle un POC. C'est un POC, c'est vraiment un POC, un MVP, il y a plein de noms, mais c'était vraiment ça. Et en fait, chose assez surprenante, ceux qui m'ont répondu, c'est les quelques podcasteurs que j'avais dans mon réseau. Okay. Qui vraiment ont dit, mais attends, mais c'est génial ça, et tu pourrais en faire des articles? Là je réfléchis. À cette époque-là, on pouvait pas encore mettre des très très longs textes dans GPT, donc... j'ai commencé à me dire, bon, donc il faudrait que j'arrive à le résumer d'une façon ou d'une autre avant, mais ça se tente.
Et j'ai commencé du coup à bosser là-dessus et à générer une transcription et un article. Puis j'ai vu que ça plaisait aux podcasteurs. Donc je me suis dit, bon bah, cherchons d'autres podcasteurs à qui le proposer. Et ça a commencé comme ça. Et petit à petit, je suis tombé sur des personnes incroyables, comme Hermano Di Micheli, Marie-Cécile Drécourt, vraiment des podcasteurs fantastiques, François Galliana aussi, un mec très sympa, qui m'ont accompagné, j'espère que ça a été dans les deux sens, sur tout ce qui était possible de faire et qui pouvait vraiment servir aux podcasteurs, les chapitres, les posts LinkedIn, et tout un tas d'autres formats qui aujourd'hui font partie intégrante d'Autoscript, et qui font que, oui, voilà, c'est devenu l'outil que c'est aujourd'hui. Ce qui est, alors c'est effectivement par ce biais-là qu'on s'est connus, parce que tu m'avais contacté sur LinkedIn il y a quoi, 6 mois, quelque chose comme ça, hein. Vraiment au début, hein. Toi tu as vu passer toutes les versions. Ah ouais, oui, non, t'as vu la première version où déjà il y avait une petite interface où on pouvait se connecter. Oui. Incroyable. Mais au début, c'était une page accessible à tout le monde. Juste une page, t'avais pas un job dans lequel tu cliquais ou tu récupérais le résultat. Non, c'était tu rentrais le fichier, tu attendais et ça t'affichait le résultat brut. Rien de plus. Donc c'est te dire le trajet, quoi. Et c'est vrai que tu m'avais contacté pour tester ça, et ce qui est très marrant, c'est que souvent, en plus très honnêtement, je réponds non à ce genre de situation. Puis, alors, on ne va pas me proposer toujours de tester des outils, mais j'avais déjà été contacté 2 ou 3 fois par des mecs sur le podcast, mais c'est toujours très commercial. Puis là, je m'étais dit, j'ai pas, on n'avait pas échangé même oralement. Tu m'avais envoyé ça, voilà, je t'ai dit ouais, vas-y. J'avais fait, et puis j'avais testé, et puis j'avais trouvé ça intéressant. La preuve, c'est que j'utilise encore aujourd'hui. Donc c'est ça. Il l'avoue. J'ai aucune pudeur là-dessus, parce que tu vois, toi, tu n'aimes pas rédiger des comptes rendus, moi, je n'aime pas écrire. Donc ça m'allait très bien. J'aime beaucoup parler, j'aime bien parler. Ça se voit, je fais un podcast, mais j'aime pas écrire, donc ça me résout pas mal de problèmes. Et donc j'avais testé, et c'est vrai qu'on a pas mal échangé sur ça, sur l'avenir du projet, et moi c'est un outil que j'ai même recommandé, avec ma boîte actuelle, je leur ai parlé de ton outil pour te dire, tiens, regardez, parce qu'il fait des trucs, et je sais qu'ils font aussi un peu de vidéo, il y a pour le sous-tirage, enfin tout ça. Donc voilà, tu vois, en plus je t'en ai jamais parlé, mais tu vois, tu parlais du côté commercial, et pour le coup, je suis quand même vraiment convaincu de mon approche là-dessus. C'est que j'ai évidemment pas commencé, et pourtant Dieu sait qu'on m'a tanné là-dessus, par proposer une version payante ou quoi. Je me suis dit, attends, d'abord je fais les choses bien. Je commence par là, et je suis convaincu que le fait de vivre par ça, déjà ça met en confiance au début. Parce que je pense que les gens du coup voient bien que oui, j'arrive vraiment pour aider. Et c'est que récemment où je suis obligé de changer mon discours parce que je suis passé en version payante. Mais je venais sincèrement pour aider. Mais tu vois, moi, les deux discours sont pas opposés, parce que je sais parce qu'on a déjà eu la discussion. Mais c'est de dire, l'outil doit être bien au début, parce que si tu proposes un outil merdique en le faisant payer, ça marchera jamais. Évidemment. Ça marchera, mais parce que t'es un très 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 bon commercial. Et encore, j'en suis pas convaincu. Mais par contre, je considère, et moi c'est pour l'avoir vécu comme ça. Alors, je vendais du service, donc c'est pas tout à fait la même chose. Mais qu'un pro... Oui, quoique. Il y a quelques similitudes, je pense. Oui, il y a des similitudes, mais c'est pas tout à fait... Parce que toi, t'as quand même un outil qu'on peut... C'est un outil... Enfin, c'est quelque chose un peu plus spécifique. Il y a un côté humain dans le service, quand même, qu'on a moins dans l'outil. Et puis, il y a surtout un moyen qu'on peut pas se démultiplier. Ou alors, t'embauches du monde. Toi, demain, si t'as 50 clients qui te payent, ça t'investit le même temps, entre guillemets. Là, demain, là ? Ouais, demain. Génial. Mais ça t'investit le même temps que si t'avais un client, quoi. À peu près, même si, bon, c'est pas tout à fait vrai, j'en conviendrai. Mais moi, je suis convaincu que l'idée, c'est de se faire payer même des sommes modiques au début, justement parce que si les gens sont prêts à... Un outil gratuit, tout le monde peut l'utiliser. Tout le monde a envie de l'utiliser. Un outil payant, c'est que là où les gens trouvent vraiment une utilité. Et c'est vraiment ce gap-là que je suis en train de vivre actuellement, avec un peu d'inquiétude, qui se rassure petit à petit du coup, mais il y a un fossé tellement énorme entre des gens qui disent « Ah, c'est gratuit, c'est super sympa, et je vais mettre de l'argent sur la table. » C'est, pour moi, et je vois pas l'argent comme une mauvaise chose, c'est vraiment un indicateur que oui, ce que tu fais, ça sert. Je trouve que c'est une preuve
énorme par rapport à ça. Et c'est là où, pour moi, la conception, c'est que tu me fais gagner du temps. Pour moi, le temps, c'est la grande phrase, le temps c'est de l'argent. Très grande phrase. Voilà, bon, elle est usée jusqu'à la moelle, mais c'est vrai dans le sens où, alors, je vais passer d'un côté taf, vraiment métier, où, alors moi je fais une activité de podcast où je ne suis pas rémunéré. J'ai aucun souci avec ça, je le fais bénévolement. Mais si demain je devais vivre du podcast, je considère que ton outil me fait gagner du temps, donc me fait gagner de l'argent. Parce que ça veut dire que je vais passer plus de temps à enregistrer des épisodes, je vais passer moins de temps à réécouter mon podcast pour la 2e fois ou 3e fois parce que je veux faire un résumé, puis après je dois faire mon post LinkedIn, machin, bidule. Alors que là, bon, je les réécoute parce que je travaille, je le mets dans ton outil, ça me sort une transcription, ça me sort un article, ça me sort des posts LinkedIn. Bon, bah, je retravaille le truc parce que je veux faire ma sauce. Et encore, ça s'est vachement amélioré. J'ai adoré la nouvelle fonctionnalité. Va voir d'aller voir le profil LinkedIn pour faire à la sauce. Le profil LinkedIn, pour tuner le post LinkedIn avec ton style d'écriture. Ça, c'était. Donc ça c'est très cool. Et derrière, bah en fait, je poste, voilà. Et je te l'ai déjà dit, hein, c'est pas juste pour te jeter des fleurs comme ça, mais je t'ai déjà dit, moi, tu me fais gagner. Ma copine me voit un peu 30, 40, 45 minutes de plus quand je travaille du podcast. Ben, c'est exactement la raison pour laquelle je fais de l'entrepreneuriat. C'est vraiment, c'est juste exactement pour ça, quoi. Et ben, justement, si on parle un peu d'entrepreneuriat, c'est une question que je voulais te poser parce que d'habitude j'interviewe plutôt des gens qui ont alors, soit plus d'expérience en termes d'entrepreneuriat, plusieurs années, soit gèrent du monde, tu vois, des plus grosses équipes. Ah oui, voilà. Moi je suis dans la version enfant là. Ouais, mais justement ce qui m'intéresse, parce que souvent quand j'interroge ces personnes-là, elles ont un peu de réflexion, elles ont un peu de recul, tu vois, sur leur expérience. Toi, t'es dans le cœur bouillant là, de l'entrepreneuriat, je suis sûr que t'as 1000 idées à la seconde. Comment tu décides ? Comment je décide ? De toute façon, il n'y a que 2 grandes sources pour moi d'orientation dans cette prise de décision. Soit il y a ma conviction, soit il y a la réalité que j'ai constatée. La réalité que j'ai constatée, c'est les retours du coup des bêta-testeurs. C'est pour ça que je me suis entouré autant que possible d'une armée de bêta-testeurs. C'est justement pour arriver à mieux appréhender cette réalité-là du podcast. Donc grosso modo, il y a 2 cas de figure. De manière générale, si j'ai un retour de un podcasteur, franchement, je l'intègre. J'intègre le retour à l'outil. Il y a eu assez peu de cas, parce que je ne me considère pas assez expert aujourd'hui sur le podcasting, parce que tu le disais, hein, j'ai commencé très récemment, hein, ça a 8 mois ce projet, donc c'est vraiment très jeune. Je ne me considère pas expert pour dire aujourd'hui ce qui est bon ou pas, donc je verrai en marchant. Et si un podcasteur me dit « ça, je pense que ce serait intéressant », de base, je lui fais confiance. Parce que je suis assez convaincu que forcément, quand on fait du podcast, on devient bon à ça. Hein, en y passant autant de temps que vous pouvez tous le faire, on finit forcément par apprendre des choses et vous en apprenez un paquet. Hein, pour toutes les discussions que j'ai pu avoir, ça rassemble beaucoup de compétences. Et c'est que très récemment, où le 2e pan a commencé à rentrer, où je commence du coup à dévier un petit peu de ce que j'ai pu entendre des podcasteurs pour y ajouter ma propre connaissance. C'est-à-dire que quand même, pour le coup, ce que j'espère apporter au monde du podcasting, alors outre forcément de base déjà l'utilisation et l'intégration de l'intelligence artificielle dans ce qu'on peut en faire, et j'espère quand même sans dénaturer le travail humain, hein, c'est toujours un truc qui est extrêmement clivant, je le sais, et je suis plutôt du côté, c'est bien qu'il y ait la patte humaine, c'est tout ce qu'il est possible de faire d'un point de vue informatique pour créer des choses incroyables qui restent fidèles aux podcasteurs. Je pense typiquement là à une des choses que je vais proposer, qui est justement cette génération de formats vidéo shorts. Ça, c'est pas quelque chose qui m'a été extrêmement demandé. C'est avec mon expérience alors pas de consommateur de shorts pour le coup, mais au moins d'avoir observé la tendance largement montante. Je pense que ça se voit quand même beaucoup du format shorts sur YouTube, TikTok, Instagram, etc.
c'est quelque chose qui est vraiment en train d'exploser. Plus le fait que du coup, je sais qu'informatiquement, il est possible de créer des choses à partir juste de l'audio du podcast, ou même du coup, en combinant avec l'intelligence artificielle, d'arriver à trouver les bons moments et de directement les repérer, que du coup là je me dis, ok, même si on me l'a pas demandé, ça je suis vraiment convaincu que c'est une bonne chose pour les podcasteurs, et donc je le pousse. Donc il y a ces deux sources. Soit les podcasteurs me disent franchement ça on sait que c'est important pour nous, est-ce que tu peux nous le faire? Soit moi avec ma compréhension et ce que je connais de l'extérieur du coup du monde du podcast, qui en réalité est extérieur pour le moment. Je pense que demain les shorts et les podcasts, enfin ils le sont déjà liés avec les podcasts de plus en plus vidéo, mais ça sera d'autant plus vrai même pour les podcasts audio. Donc ce que moi je peux imaginer apporter justement dans ce monde et pousser par rapport à ça. C'est les deux grandes sources de décision. Et en fait c'est les seules. Ok. Et si j'élargis, parce que ça, là c'est plus sur le métier, la prod, en fait, comment tu décides sur le métier, ce qui est vachement intéressant, parce que tu vois, c'est de confronter ces deux sources, c'est très intéressant. Et comment tu décides d'un point de vue entrepreneurial? Je prends un exemple. Hein. Vas-y. Aujourd'hui, comment tu as décidé, tu t'es dit, ok, je passe en format payant? Là, pour le coup, c'était uniquement sur les retours. Donc, c'était absolument pas une conviction personnelle. Justement, d'ailleurs, ça aurait été que moi, j'aurais essayé de maintenir l'outil gratuit plus longtemps. Alors, en fait, il y avait deux éléments. Il y a le fait que forcément, avec le nombre quand même croissant d'utilisateurs de la solution, je finis quand même par avoir des coûts. L'informatique a l'avantage d'être, tu le disais, extrêmement flexible d'un point de vue coût, et j'ai structuré volontairement la solution comme ça parce que je savais que c'était possible. Donc ça m'a permis pendant un certain temps quand même, je trouve. C'était pas mal tout seul d'arriver pendant 6 mois à garder la solution gratuite pour vraiment la rendre aussi accessible que possible. Mais bon, quand on commence à avoir entre 50 et 100 utilisateurs, bon, ça... Il y a un moment, ça finit quand même par coûter. Donc il y avait un début d'obligation par rapport à ça. Honnêtement, c'était qu'un début. C'était vraiment qu'un début et je pense que j'aurais pu attendre plus longtemps. Mais je commençais à arriver un peu à la limite de ce que les podcasteurs pouvaient me demander. Même s'il y a encore plein de choses que j'ai dans ma liste, on va dire que l'essentiel est là. Les gens l'utilisent toujours et l'apprécient toujours. J'avais beaucoup de témoignages aussi parce que je posais la question. Je disais littéralement parce que je cherchais justement... à voir si ce gap-là pouvait être franchi, si vraiment les gens l'utilisaient juste parce que c'est gratuit et rigolo, ou bien si ça avait suffisamment de valeur pour qu'ils puissent payer. Et quand même, le retour a été à chaque fois oui, ça valait le coup de le payer, même si tout le monde ne le pouvait pas. Bon, coup de bol, c'est pas grave pour les bêta-testeurs parce que ce sera toujours gratuit pour vous, ça c'est mon choix. Mais c'est du coup contrainte de ressources et les retours que m'ont fait les podcasteurs sur la qualité de ce qu'il y avait aujourd'hui qui font que je me suis dit, ok, là c'est le moment, on peut essayer de passer au niveau supérieur. Je dis essayer parce que je suis pas encore résolu sur la question. Typiquement, je sais que ma solution est en concurrence avec d'autres solutions. J'ai un concurrent français qui est excellent aussi, qui s'appelle Scriptcast. J'ai surtout le très gros concurrent américain qui s'appelle Castmagic. Et je sais bien que ces gens-là sont encore à un niveau plus avancé que moi. Et typiquement, pour les utilisateurs de Castmagic que je peux croiser dans le cadre de ma prospection, j'ai un plan très spécial pour eux. C'est de leur dire, écoutez, ok, pour vous, pas de problème, pas de question de payant. Ce que je vous demande, c'est d'utiliser la solution en même temps que vous utilisez Castmagic et de me dire ce que vous voudriez améliorer. Et à la fin, ils rentreront comme des bêta-testeurs. L'idée étant que moi, ça me permet de... Parce que j'ai pas envie de juste copier. Honnêtement, ça m'intéresse pas du tout. Je préfère que les gens me demandent ce qui leur plaît et trouver ma façon du coup de leur proposer. Et du coup, potentiellement, d'arriver à les... Enfin, c'est pas juste de les convaincre de faire mieux, j'espère que c'est vraiment faire mieux. Plutôt que d'aller juste copier les fonctionnalités Castmagic. En plus, bon, ils ont fait leur décision, mais je suis sûr que je peux arriver à faire mieux. C'est encore une fois. mais donc voilà, je suis pas encore arrêté sur la question du payant finalement. Hein, il y a encore beaucoup de chemin à faire. Mais on est quand même à un niveau suffisant pour se permettre d'ouvrir cette porte-là, je pense. Aujourd'hui, je pense quand même. Si je rebondis et je résume un peu, en fait, toi, aujourd'hui, tu te bases beaucoup sur la décision, sur les inputs qu'on te donne. Complètement. Et mêlé à alors, je vais pas parler de l'instinct, parce que c'est pas vraiment ça, mais de l'expérience et du retour que toi, tu as pour décider de ce que tu veux, comment tu avances et
ce que tu veux mettre en place, du coup. C'est ça, ouais. C'est, forcément, il y a toujours une part d'instinct sur le moment où on sent que c'est bon. C'est dans la façon dont les gens le formulent, dans le fait que les gens hésitaient quand même de moins en moins à le recommander. J'ai eu la chance d'avoir des gens qui recommandaient l'outil sans même que je demande rien. Donc pour moi, c'était autant de confirmation que, ouais, ok, il y a quand même quelque chose. Il y a quand même quelque chose. Et on verra bien si c'était la bonne décision ou pas. Oui. J'ai envie de dire, la réalité le montrera, quoi. Oui, bah, de toute façon, comme j'ai pu le dire plusieurs fois sur ce podcast, moi je considère pas qu'il y ait de bonnes ou mauvaises décisions. On me renverra toujours à cette fameuse phrase je me retiens. Voilà. Je me retiens, mais autiste toujours dans nos cas. Voilà. mais y a, en fait, quand on prend une décision, c'est une décision et c'est les circonstances et le contexte après qui décide, entre guillemets, si c'était une bonne ou une mauvaise décision. Et c'est un gros truc, ça aussi, hein, dans l'entrepreneuriat, cette crainte de la mauvaise décision contre laquelle je lutte personnellement en fonçant tout droit. C'est surtout de ne pas passer trop de temps à se demander si c'est la bonne ou la mauvaise décision, parce que honnêtement, on ne peut jamais le savoir à l'avance. On peut l'estimer, on peut faire des recherches, se dire oui, mais il y a un tel qui X, Y, je sais pas quoi. Le contexte est toujours spécifique d'une façon ou d'une autre. Mieux vaut toujours essayer d'agir. Et on apprendra en route. Et ben justement, sur cette volonté d'agir, tu mentionnais un collègue entrepreneur qui t'avait un peu challengé au début. Oui. Est-ce que tu te fais accompagner avec des amis, des mentors, des choses comme ça, sur un peu la direction de la boîte ? Alors, sur la direction de la boîte... Technique, stratégique, tout, hein, sur tous les aspects. Hein. Alors, très clairement, même si officiellement, d'un point de vue légal, je suis seul dans l'entreprise, j'ai la chance d'être quand même très bien entouré. Alors, bon, la chance, oui et non quand même, parce que j'ai vraiment cherché à m'entourer de ces personnes-là, et pareil, en essayant de me dire, ok, j'aimerais bien pouvoir collaborer avec eux, qu'est-ce que je peux leur apporter ? Donc, c'est peut-être pas que de la chance, mais quand même, j'étais aux bons endroits. Déjà, je suis accompagné par les podcasteurs. Je le disais, mais j'ai la chance d'avoir tous vos retours par rapport à ce que je peux améliorer ou autre. Donc, pour moi, c'est clairement un accompagnement d'experts, et de beaucoup d'experts. C'est le premier point. Le deuxième point, effectivement, c'est ces interactions que je peux avoir avec des entrepreneurs. Antoine, du coup, en tête de file, Antoine Deschamps, par rapport à tout ce qu'il peut m'apporter sur le côté commercial, notamment, et prospection, sur lequel moi je suis une calamité. J'ai jamais étudié la question, même si maintenant je commence à avoir quelques notions. J'ai eu la chance aussi d'avoir de l'aide qui me venait d'anciens collègues. Parce que dans les entreprises où j'ai été, j'ai eu la chance d'avoir de bons liens avec des fois des designers, des développeurs, des gens comme ça, où là je me dis, c'était bien déjà à l'époque d'essayer de bien faire les choses, parce que du coup ces personnes-là, elles gardent quand même un bon souvenir de moi, heureusement, et je garde un très bon souvenir d'eux. Et donc quand j'arrive en leur disant, écoute, j'ai besoin d'un petit coup de main, est-ce que tu aurais un conseil par rapport à ça ? Typiquement, j'avais été demander des conseils par rapport au design de ma nouvelle interface à un ancien ami designer de la startup, Adrien Donneau, qui m'avait renvoyé notamment vers un site qui s'appelle Dribble, qui recense tout un tas de design d'interfaces informatiques, et ça a été une mine d'or. Je me suis appuyé dessus comme pas possible pour créer la nouvelle interface, et ça a été extraordinaire. Donc et alors, je cite même pas l'ESSEC pour le coup. Typiquement, je suis actuellement à Paris pour suivre des cours à l'ESSEC, et j'ai la chance du coup, à travers les modules de cours que j'ai, de pouvoir être entouré d'autres élèves qui m'accompagnent sur le projet, parce que en fait, dans le cadre du cours, on peut travailler sur des projets personnels, et j'ai cette chance-là. Donc, même si je reste seul à la barre sur les décisions finales, j'ai la chance quand même d'avoir une quantité d'informations, d'avis que je demande en permanence. J'hésite jamais à demander l'avis de personnes plus expérimentées que moi, et même moins expérimentées que moi, parce que c'est pas la question. Je pense quand même que je suis très bien entouré d'un point de vue conseil par rapport à ça. Et ce qui est très particulier, alors ceux qui écouteront ce podcast juste après mon précédent podcast qui est avec Marion d'une pâtisserie qui s'appelle 16h30 à Rennes, qui également s'est fait accompagner super tôt, c'est très particulier parce que tu vois, ça fait 8 mois que tu as entre guillemets un projet boîte qui est vraiment coupé. Se faire accompagner, avoir cette volonté de se faire accompagner aussi bien sur la partie technique que commerciale, que sur d'autres aspects,
Bah, c'est pas la majorité des jeunes entrepreneurs. Alors après, là où peut-être il faut que je nuance un poil les termes, c'est que je demande des conseils. Je ne me fais pas accompagner au sens propre, et justement j'ai toujours refusé d'aller dans des incubateurs et choses comme ça, parce que têtu que je suis, et en même temps c'est quand même l'intérêt pour moi de l'entrepreneuriat, à la fin c'est moi qui prends la décision, et je refuse qu'on me l'impose. Ça, je suis tout à fait d'accord. Et tu vois, moi je différencie l'incubateur où ça t'apporte tout un truc de réseau, enfin, tout un tas de choses, mais c'est vraiment des gens, quand je parle de faire accompagner effectivement, et tu fais bien de souligner ce point, je parle pas de quelqu'un qui va par exemple investir de l'argent dans ta boîte. On est d'accord. Tu vois, même si c'est le type d'accompagnement, et j'ai fait un podcast avec des investisseurs qui est vachement intéressant, et ils ont leur approche, leur accompagnement qui a un grand intérêt, même je dirais plus. Ouais, je pense. Juge têtu. Mais peut-être tu y arriveras un jour, mais en fait, c'est quand je dis se faire accompagner, c'est d'avoir ces gens autour de toi, ce cercle, ce que moi j'appelle un cercle autour de toi, alors qui est plus ou moins large. J'ai l'impression que toi, t'aimes bien avoir un cercle plutôt large, mais qui peut être de 2-3 personnes, et qui vont un peu avoir ce regard extérieur et te faire dire, attention, tiens, t'as un peu la tête dans le guidon, t'as pensé à ça, ou t'as pensé, tiens, est-ce que t'as fait ça, est-ce que financièrement t'as fait ça, parce que voilà, et puis toi tu vas sortir, tu vas, ah ouais, est-ce que j'ai fait ça, bah non, oui, et puis avancez quoi. J'ai une autre conviction qui est que j'ai vraiment pas toutes les réponses. Je suis un grand fan de Socrate notamment, qui disait tout ce que je sais c'est que je ne sais rien, ou une autre formulation selon les traductions, et c'est vraiment ça. Je suis extrêmement conscient de ma jeunesse dans l'entrepreneuriat de manière générale, dans le milieu du podcast, et dans tout un tas d'autres compétences. Les personnes que, selon moi, on peut appeler experts, c'est des gens qui ont des années de pratique, des fois des dizaines d'années. Pour moi, la priorité, justement, et en réalité, c'est ce qui est très sous-jacent à Autoscript et à ce projet de manière générale, c'est justement d'aller acquérir ces compétences. Et il y en a qui apprécient les acquérir via des formations, des livres, des vidéos, des choses comme ça. Moi, j'aime bien les humains. et j'adore surtout interagir avec des gens qui sont passionnés par ça et qui peuvent me répondre plus précisément du coup par rapport à ce que je peux ressentir et autres. Et je pense que c'est ça qui fait que lorsque j'ai été voir des personnes jusqu'ici, c'était vraiment en toute humilité, en simplement présentant ce que j'avais fait jusqu'ici et les raisons qui faisaient que j'avais fait ça, et en leur demandant ce qu'ils en pensaient. Ça a toujours été comme ça. Et je vais poser une question qui est un peu nouvelle dans ce podcast, j'en profite. Allons-y. C'est quoi le next step ? Le next step, alors sur Autoscript ou de manière plus globale ? Comme tu veux. Alors en tout cas, si on parle sur Autoscript, là la prochaine étape, ça va être du coup de vérifier justement si oui ou non je suis en mesure de concevoir un outil pour lequel on va payer. C'est vraiment ça. Est-ce que je suis à même, est-ce que j'ai suffisamment bien compris aujourd'hui quelles étaient les problématiques, de 1, est-ce que j'ai suffisamment bien répondu avec mes capacités aujourd'hui, de 2, et est-ce que forcément à terme j'arrive à dégager suffisamment de revenus pour pouvoir peut-être à terme lâcher ma mission en freelance et justement m'y consacrer entièrement. Ça vraiment sur Autoscript, là c'est l'étape de est-ce que je peux en faire mon métier principal. C'est vraiment ça. La phase d'après, là c'est encore autre chose, évidemment, c'est beaucoup plus gros. C'est la raison pour laquelle je fais Autoscript, c'est absolument pas pour Autoscript en lui-même. Je valorise beaucoup plus les compétences et les personnes que je rencontre sur la route que le projet en lui-même, même si forcément il me tient à cœur, c'est mon bébé ce projet. Mais j'ai des projets beaucoup plus gros sur la suite, et dont la question surtout c'est jusqu'où je peux faire monter Autoscript en termes de valorisation d'entreprise et combien je peux en récupérer. Et du coup de combien je vais disposer pour l'étape suivante, qui est du coup beaucoup plus large. Je sais pas si tu veux que j'en parle. Je t'en prie. Si tu veux, moi
je parlais de faire les choses bien et d'essayer d'apporter un maximum aux gens. Encore une fois, je suis convaincu que c'est bien de critiquer, mais il faut essayer de faire mieux. Je pense effectivement que d'un point de vue écologique, c'est pas fou ce qu'on fait. Je pense qu'on peut faire mieux. Et mon vrai objectif derrière, à terme, c'est d'arriver à mettre au point le premier système de terraformation. Quand je parle de terraformation, je sais pas si c'est un terme qui est très connu, ce serait cette capacité de prendre une planète quelle qu'elle soit, et de suffisamment maîtriser le climat, la physique, et tout ce qui fait au final l'environnement de la planète, pour en faire un environnement vivable pour l'homme. Et ce que je trouve bien, c'est que ce projet me force à passer déjà par une compréhension de notre climat à nous, sur lequel malheureusement je peux pas encore assez passer de temps, mais je compte bien y venir. Et une fois du coup qu'on aura réussi, parce que je pense qu'on va réussir, je suis très optimiste de ce point de vue-là, une fois qu'on aura réussi à déjà suffisamment maîtriser notre propre terre pour arriver à ce qu'elle reste vivable pour nous dans la durée, permettre à l'humanité de s'étendre plus loin. C'est un projet qui, à mon avis, pour s'y consacrer, parce que je suis pas du tout sûr de vivre assez longtemps pour en voir le bout, mais j'aimerais vraiment pouvoir y consacrer toute ma vie, ou en tout cas un maximum. Et pour ce faire, j'ai besoin de me sortir de la question de l'argent. C'est pas que j'aime pas l'argent, mais c'est que c'est extrêmement limitant quand on veut faire des grosses choses. Et en même temps, bon, bah, c'est aussi... c'est essentiel, mais c'est... En fait, c'est un filtre. Au final, je trouve que c'est un filtre. C'est est-ce que tu es déjà capable d'apporter suffisamment à l'humanité pour qu'on te dise, ok, tu peux vivre toute ta vie en faisant ça, on te croit. J'interprète vraiment l'argent comme ça. Donc est-ce que je suis capable déjà de passer cette première étape pour dire à l'humanité, ok, vous savez quoi, donnez-moi ça pour ce premier projet, faites-moi confiance. Je vais essayer d'en faire vraiment le maximum. Et ouais, j'espère vraiment... ça serait vraiment génial si j'avais le temps de le faire sur ma vie quand même. Ça serait vraiment génial pour le coup. Et je m'en fous qu'il y ait mon nom dessus. Franchement, ça, j'en ai rien à faire. Ça m'est complètement égal. Mais juste l'idée de me dire, pour moi, hein, franchement c'est complètement égoïste, c'est parce que je trouve ça génial. J'ai réussi à créer un autre environnement pour que l'humanité puisse s'étendre dans tout l'univers. Ça serait génial. Ça serait génial. C'est fou. Moi, c'est un peu fou, ouais. Non, mais j'adore ce type de raisonnement où tu vois, tu me dis qui est en fait, si je caricature, hein, bien sûr, parce que je pense que toi c'est un peu plus. Là, c'est pas en une petite heure de podcast qu'on va expliquer ta philosophie et tout ça. Je pense qu'il faudrait un peu plus de temps. Mais c'est que tu me dis, je suis tombé dans le podcast par hasard pour, in fine, arriver à me dire je veux construire un projet tellement gros qu'aujourd'hui c'est entre guillemets inimaginable dans le sens irréalisable, même si c'est pas imaginable, c'est parce que tu l'imagines, mais c'est irréalisable. Alors, en termes de moyens, évidemment, il faut des moyens qui sont complètement hors de ma portée aujourd'hui, bien sûr. Ce qui est normal, et de te dire bon ok, bah, je vais déjà faire une preuve avec une première société, et on aura sûrement plusieurs autres entre temps. Oui, je pense. Voilà. Pour arriver demain à cet objectif. Et d'avoir une vision aussi claire et aussi, aussi loin, c'est assez fou, quoi. Et je saurais même pas dire d'où ça m'est venu, c'est ça qui est fou. C'est que vraiment, c'est encore une fois, c'est pour moi une des choses qui se sont débloquées par rapport à ce côté, j'accepte toute l'exigence que je peux avoir, j'ai vraiment envie de faire des choses incroyables. Et parmi les choses incroyables où je me dis... je suppose que ça paraît arrogant quand je dis ça comme ça, mais j'y crois vraiment, où je me dis, attends, si je me pose que vraiment je creuse le truc sous tous les angles, que j'ai du temps, des ressources, etc., mais ouais, je peux le faire, je suis sûr que je peux le faire. Je suis convaincu que je peux le faire, mais il y a beaucoup d'étapes au préalable, et ça guide quand même tous mes choix, parce que du coup, ma priorité, elle est quand même vraiment sur l'acquisition de compétences. Et je suis assez convaincu que du coup, naturellement, ça va quand même pouvoir amener le reste. Mais forcément, ça met une énergie très différente derrière dans tout ce que je fais. Même si des fois, c'est simplement des trucs aussi bêtes que de régler un bug informatique sur une transmission de données, sur une toute petite partie d'AutoScript, je me dis qu'en fait, cette réalité-là,
j'y passe parce que il y a toute la suite du chemin qui m'attend. Et ça m'empêche pas d'apprécier le chemin à fond. Bah il faut, parce que sinon, vu qu'il est long... Mais tu vois, ça m'a pris du temps quand même pour être suffisamment à l'aise pour en parler, et c'est la première fois que j'en parle, on va dire publiquement, dans quelque chose qui va être publié en ligne. J'ai eu l'occasion d'en parler avec quelques amis proches jusqu'ici, parce que je commençais à me sentir plus à l'aise avec le fait de passer pour un fou. C'est pas très grave en fait, je pense que je vais le faire, donc on est tous le fou de quelqu'un. Hein. Je suis d'accord. Mais je pense que je suis suffisamment... Je crois suffisamment aujourd'hui dans ma capacité de travail et dans le fait que si je dis que je vais essayer, c'est que je vais essayer pour le dire publiquement. Je suis suffisamment à l'aise avec ça maintenant. Et bah, j'espère faire un nouveau podcast, peut-être dans quelques années. Ça tu me diras. Incroyable. Bon voilà, là c'était la première étape. Maintenant j'en suis là, deuxième, troisième, quatrième. Bon, et peut-être un podcast dans tout comme ça régulier. Tu sais, j'étais assez content de voir que même justement en parlant de ces étapes sur Autoscript, j'avais revu tout à l'heure là le post que j'avais fait début février où j'annonçais les différentes étapes. Je les ai faites dans cet ordre-là. J'ai regardé le post que j'avais fait en décembre où pareil j'annonçais la suite, je l'ai fait dans cet ordre-là. Et c'est toutes ces choses-là aussi où en fait, petit à petit, je construis ma confiance sur les preuves que j'ai réussi à faire. Pour l'instant, c'est des preuves qui sont juste en termes de réalisation, effectivement, c'est pas en termes d'argent, de monétisation ou autre. Mais ouais, ça construit au moins la confiance qui permet de continuer à avancer. Et je pense que tant que je continue à avancer, ça me donnera plus de chances d'aller loin. C'est très bateau dit comme ça, mais... mais je suis assez d'accord, et puis j'ai hâte de voir ça, en tout cas, moi de mon côté. Ouais, moi aussi. Une dernière question, enfin une remarque en question. Tu as conscience que cet épisode va passer sur Autoscript? Ah oui. Je me suis même pas fait la réflexion, figure-toi. Ouais, non, c'est vrai que ce serait d'ailleurs assez marrant du coup de voir ce qu'il en ressort, ouais, pour le coup. Je vais surveiller ça de près. Je te le partagerai. C'est un peu méta quand on y pense. Hein, c'est complètement méta. Moi, tu construis un outil puis tu passes dessus, donc bon, voilà. Ah ouais, c'est bien ça au moins. S'il me sert pas à moi, comment je peux m'attendre à ce qu'il serve à d'autres, quoi. Et ma dernière question qui est très classique, c'est si on veut te contacter pour discuter avec toi, pour parler d'Autoscript, de tes projets futurs, quel est le meilleur biais? Le meilleur sera probablement LinkedIn, très clairement, donc Maxime Dubois d'Anguien. C'est un nom à rallonge, hein. Je vais peut-être pas vous l'épeler, j'espère que vous le verrez dans la description du podcast, mais j'y suis particulièrement actif, donc ce sera probablement le plus simple pour me contacter. Et sinon, simplement de demander à des personnes qui sont déjà connectées avec moi de leur fournir votre contact et derrière de me le faire parvenir, ce sera encore le plus simple. Je prends beaucoup de temps, comme je disais, pour essayer d'interagir un maximum avec un maximum de personnes, parce que je suis convaincu que j'ai encore énormément à apprendre, donc je serai ravi d'interagir avec vous, quelle que soit la raison de votre venue. Ce sera vraiment un plaisir. Voilà, le mot est passé. N'hésitez pas du coup, et allez voir Autoscript si vous faites du podcast. Moi, je peux que vous le recommander. Jetez-y un œil. Voilà, et je prends tous les retours positifs, surtout négatifs. Démontez la solution, insultez-la, allez-y, mais voilà, jetez-y un coup d'œil, et s'il y a de quoi améliorer, dites-le moi, et je suis sûr que je pourrai y arriver. Super. Et ben merci beaucoup Maxime. Merci à toi François, c'était un plaisir. Et puis à très vite. Prends soin de toi. Allez, on se retrouve comme d'habitude pour le petit débrief. J'espère, comme d'habitude, que vous avez apprécié cet épisode. Moi, j'ai particulièrement aimé, car j'ai peu d'invités sur ce podcast qui sont en début d'aventure. Et avec Maxime, j'ai pris cette chance d'échanger avec lui pour un peu aussi montrer comment la prise de décision peut se passer en début de parcours. Et d'ailleurs, on voit que sa méthode de décision est tout aussi similaire que si on était dans une grande entreprise, tout en étant plus rapide. J'aime beaucoup quand il me dit que la prise de décision, en fait, lui, il s'en, entre guillemets, préoccupe pas, ou du moins qu'il va tout droit. Il ne cherche pas à savoir si c'est une bonne ou mauvaise décision. Il fait. Et il exécute dans l'espoir que ça marche.
Alors bien sûr, comme il le dit, il ne prend pas des décisions comme ça inconscientes, mais il y a une vraie urgence, et que je comprends tout à fait à ce stade d'entreprise. Il est seul, il n'a pas de salarié, il n'est engagé que pour lui-même. D'accord, il y a peut-être un petit risque financier, mais ce n'est pas non plus des centaines de milliers d'euros. Voilà. Il s'investit et il prend des décisions en conséquence et il itère, il change aussi rapidement qu'il le peut, qu'il le veut pour trouver les bonnes solutions. Et là, on voit un décalage par rapport à des entreprises qui investissent des milliers, des millions d'euros dans des boîtes qui maintiennent des programmes et qui doivent se poser la question de savoir, ok, est-ce qu'on va prendre une bonne décision, sachant que c'est des choses impactantes qui vont impacter des gens, de l'argent, des ressources. Voilà. Et on voit ici le niveau qui n'est pas le même et qui est très intéressant. Par contre, là où Maxime se rejoint ces fonctionnements un peu plus traditionnels de l'entreprise, c'est lorsqu'il nous dit qu'il va rechercher à s'entourer. Et là, je trouve ça très très intéressant car il ne cherche pas, c'est pas l'entourage qui est venu à lui, c'est vraiment lui qui est allé chercher cet entourage pour se faire accompagner. Aussi bien d'un point de vue métier, à travers les podcasteurs qu'il est allé chercher, dont moi d'ailleurs, parce que c'est lui qui m'a contacté, ou alors à travers d'autres métiers plus spécifiques, le commerce et d'autres choses, pour combler les lacunes qu'il a. Alors, bien sûr, aujourd'hui, il ne comble pas ces lacunes par des embauches, ce qu'il fera demain, mais voilà, il a vraiment cherché à s'entourer par des professionnels, des gens qui sont experts de leur domaine, pour l'aider et lui apporter toutes les informations afin de prendre des décisions. Voilà moi un peu ce que j'ai retenu de cet épisode. Alors bien sûr, un parcours très intéressant, une personnalité très particulière dans le sens où une volonté de faire des choses qui est peu commune et qu'il l'exprime clairement, ce que moi je trouve admirable et ce que j'admire. Mais voilà, c'est sa prise de décision, je souhaitais vraiment mettre ça en avant car je trouve ça très intéressant, notamment au stade de l'entreprise où il est. Voilà. En tout cas, j'espère que vous avez appris plein de choses sur ce podcast et on se retrouve très rapidement. Ciao. Voilà, c'est fini. J'espère que ce podcast vous a plu. Moi, j'ai adoré. J'espère qu'il vous aura permis de comprendre un peu comment mon invité réfléchit, comment il aborde les situations. Si vous avez aimé ce podcast, je vous invite à vous abonner, à liker et à surtout le partager si vous pouvez. Merci beaucoup et à dans 2 semaines.